toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous parle de nos conversations, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Deray et comme toujours accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ? Ça va super bien, très chaud mais bien. Et toi Julien ? Moi au top, un peu moins chaud mais agréable, la température est agréable. Et voilà, et puis on profite, n'est-ce pas, des temps calmes de l'été, bien sûr. Exactement. Voilà, on adore. Au programme aujourd'hui, comment prendre soin de ces ingénieurs, aka Engineers Nurturing. On va, si on a le temps, vous parler un peu de nos problématiques actuelles. Je pense qu'il y a deux, trois sujets qui peuvent être assez liés aussi. On finira évidemment avec les outils de l'épisode, mais pour commencer, le principe agile du mois d'août, le dernier de la liste, le 12e principe agile. On verra si on reboucle ou si on trouve une autre idée. Pour la prochaine fois, ce sera la surprise. Donc pour rappel, chaque mois, on évoque un des principes du manifeste agile et on s'interroge sur l'application qu'on en fait ou pas. C'est une façon de faire une petite boucle d'introspection, se dire est-ce que je suis aussi agile que je le pense. Le 12e principe, en l'occurrence, est le suivant. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Bon, du coup, on pense à un mot qui nous vient tous en tête. Rétro. Donc Pierre, qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Et qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas ? Alors, je fais, du moins j'essaye de faire au maximum. Donc déjà, pour reprendre la phrase, il y a deux choses qui sont importantes et c'est un truc justement qui est parfois difficile quand on fait pas du Scrum, parce que du coup Scrum préconise d'avoir du coup des rétros qui sont casés sur les cadences des sprints, donc du coup ça les fait revenir régulièrement et c'est d'ailleurs la première phrase, d'où l'importance. À intervalles réguliers et c'est quelque chose que parfois c'est oublié. Les gens vont tendance à dire oui, enfin moi je le fais après tel projet ou je le fais après ci et ça, et le problème c'est que l'intervalle parfois varie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des rétros qui vont se passer peut-être cette semaine et dans 3 semaines, mais après on la refait que dans un mois. Et généralement, les ingénieurs vont s'en plaindre. Et il y a une raison en fait pour laquelle on commence, enfin le principe agile commence par à intervalles réguliers. C'est parce qu'en fait, si on n'a pas l'intervalle qui est le même au niveau du temps, l'analyse souvent va différer. C'est-à-dire qu'un problème qu'on va avoir sur 2 semaines ne va pas être le même sur 4 semaines, par exemple, parce que les gens, pareil, vont y penser plus, vont pas forcément avoir la chance de l'amener au niveau de l'équipe et de régler un problème. Et donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir à intervalles réguliers, parce que du coup, je trouve que ça permet d'avoir du coup des rétrospectives. Si on, par exemple, on part sur l'idée d'une rétrospective comme étant un moyen de réfléchir à comment être plus efficace. L'idée étant que si on l'a fait à intervalles réguliers, on a toujours le même laps de temps qui s'est écoulé. Et généralement, ça évite d'avoir, par exemple, des problématiques qui arrivent au bout d'un mois qu'on aurait plus facilement vu arriver au bout de 2 semaines. Donc là, c'est plus du côté de quand est-ce qu'on peut mettre en avant un problème qu'on a et le partager avec l'équipe, plus que sur le fait de l'avoir à intervalles réguliers. Mais à nouveau, l'intervalle régulier permet d'avoir une analyse au niveau temporel qui est, par exemple, de toujours 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois, mais c'est cyclique et c'est toujours sur le même laps de temps. Ce qui permet du coup de voir plus facilement des différences, parce que évidemment que si on attend 1 mois pour faire une rétro alors qu'on a l'habitude de les faire tous les 2 semaines, on peut imaginer avoir 2 fois plus du coup de problèmes à régler, mais ce sera pas toujours le cas, et c'est pour ça que le garder sur un intervalle de temps régulier, de la même manière en fait, tout simplement, par exemple, que dans le Scrum Guide on préconise d'avoir toujours la rétro qui est au même moment et au même endroit tous les jours. Je préconiserais aussi du coup d'avoir des rétros ou une manière de faire une rétrospective pour l'équipe à temps, donc du coup toujours au même endroit, au même temps, mais surtout à intervalles réguliers, parce que ça permet justement d'avoir une bonne durée d'analyse, et au bout de quelques rétros, 3, 4, 5, on peut se rendre compte de ok, cette semaine on a eu 3 fois plus de problèmes soulevés que d'habitude, il s'est forcément passé un truc sur les 2 dernières semaines qu'on n'a pas eu aux intervalles de temps qu'on a eu avant. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la première partie d'intervalles réguliers. Et ensuite, la deuxième, qui est plutôt du bon sens et qui est quelque chose que je trouve qui est de plus en plus appliqué, indépendamment même des méthodes agiles, c'est vraiment l'idée de dire, on réfléchit, on fait de l'introspection. Comment est-ce qu'on devient plus efficace ? Comment est-ce qu'on règle ?
si problème il y a d'abord, et ensuite comment on modifie, c'est-à-dire on touche l'existant qui est pas forcément problématique, mais où on voit une opportunité de faire mieux, et du coup adapter le comportement en conséquence. Donc ça c'est. Mais pour la deuxième partie, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui, contrairement à d'autres principes agiles qui sont beaucoup plus durs, où il y a beaucoup plus, on va dire, de pushback pour réussir à les mettre en place, même dans des équipes non agiles. Celui-là, je trouve que c'est un principe qui est qui est plutôt facilement applicable en dehors même d'équipes agiles ou qui se revendique étant agile. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Ouais, c'est plus facile aussi de voir l'intérêt. Je pense quand tu pitches l'idée à une équipe même qui est pas agile, peu importe l'industrie, tu dis bah ça vous dirait que régulièrement on réfléchisse à ce qu'on fait et qu'on essaie d'être plus efficace et de régler les problèmes. Oui, effectivement. C'est dommage de dire non quoi. Mais ça m'intéresse, c'est un truc, ton idée sur l'intervalle régulier. De mon côté, quand je suis arrivé à Swissborg, on faisait déjà pas du Scrum, donc on n'avait pas vraiment une cadence. Mais on avait plus une cadence qui était liée au fait qu'on a une application mobile, donc on essaie quand même de faire des releases régulières. C'est un peu ça qui donne le rythme. Mais on n'avait pas vraiment une cadence très précise. Et du coup, on faisait des rétros un peu, voilà, parce qu'il fallait faire des rétros à intervalles réguliers, quoi. Et je me suis rendu compte que ça nous empêchait un peu de parler des problèmes, parce qu'on n'arrivait jamais sur une fin de cycle. Et du coup, on parlait à chaque fois du process. Alors là, le Jira, il est comme ci, comme ça, là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Mais du coup, on parlait que du process. Et c'est très bien de parler du process parce que c'est ce qu'on veut améliorer, mais du coup on parlait pas des features et du développement des features. Du coup j'ai changé ça pour qu'on fasse plutôt des débriefs à la fin de chaque itération, et pour nous une itération c'est bien quand on sort une feature. Après à nous de couper en itérations qui sont assez petites pour qu'on ait une cadence à peu près naturelle qui se mette en place et que ça devienne à peu près régulier. On s'est rendu compte que c'était assez difficile à faire, mais du coup, maintenant on parle à chaque fois, on est vraiment sur la deuxième partie, tu vois, on réfléchit à comment devenir plus efficace, on se dit si on devait refaire ça, qu'est-ce qu'on changerait, et on adapte, mais du coup on a une conversation qui est plus pratique, ce qui est bien, mais par contre c'est un peu moins méta. Dans le sens où on va moins parler du process, etc. Donc peut-être il faudrait qu'on fasse les deux en fait, que genre, une fois par mois on se fasse une rétro plus méta sur le process et sur l'équipe en général. Surtout maintenant on a des squads, des équipes avec toujours les mêmes gens, etc. C'est déjà plus pratique et ça a plus de sens. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait changer ça. C'est un bon point. Justement, donc nous, donc quand on a fait la transition de Scrum à Kanban, on est parti justement avec la même idée de se dire c'est pas grave, les rétros on les fera plus à intervalles réguliers, on les fera du coup par itération, enfin on va dire plutôt par projet ou par grosses features qui sortent ou après chaque release ou des choses comme ça. Et au final en fait on s'est rendu compte exactement du même problème, c'est-à-dire que du coup c'était plus une rétrospective de l'équipe, c'était en gros un débrief ou pas un post-mortem parce qu'il n'y a pas vraiment eu de problème à proprement parler. Enfin il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux, mais en fait on s'est vraiment rendu compte que du coup la direction était toujours focus sur on va dire l'incrément ou ce qui a été livré plutôt que indépendamment de ce qui a été fait sur justement le laps de temps, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux indépendamment du rendu final. Et en fait, comme on calait toujours les débriefs ou les rétros, même si c'était plus vraiment des rétros, mais après, ça nous forçait en fait à faire une introspection sur ce qui avait été livré plutôt que sur la manière ou comment ça a été livré ou les problèmes qu'on a rencontrés pendant plutôt le développement, puisqu'en fait une fois que c'était livré, tout le monde se focusait sur ok, maintenant que c'est livré, quelles sont les retombées, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et tout ça. Et du coup en fait on perdait pas mal autour du day to day des ingénieurs qu'on avait par contre absolument avec les rétros. Et donc on a décidé de remettre à jour les rétros à intervalles réguliers, donc toutes les 2 semaines, exactement calé sur sprint, enfin calé sur nos anciens sprints de 2 semaines, même si on n'a plus de sprint. Et on continue toujours à avoir les débriefs après du coup des grosses releases. Et pour le coup, on l'a pas gardé juste au niveau des ingénieurs, on a commencé à inclure aussi, par exemple, produits avec nous et aussi les BI pour dire justement, ok, là, par exemple, donc on essaye souvent de les faire 1 ou 2 semaines après la livraison, et parce que ça nous permet du coup d'avoir un peu de retour du coup des utilisateurs sur ce qui s'est passé. Et on se dit ouais merde, c'est vrai que là on n'a pas pensé à telle métrique. Ok, on fait une note pour
la prochaine release. Là, on n'a pas pensé, par exemple, à tel use case. OK, les produits, ils vont refaire du coup des user interviews sur telle ou telle feature précisément. Et donc, du coup, on garde vraiment le débrief pour, OK, qu'est-ce qu'on a mis en production? Quelles sont les retombées à chaud qu'on a après 1 ou 2 semaines? Et indépendamment, on a les rétros qui sont vraiment pour l'équipe. Comment est-ce qu'on travaille mieux? Exactement comme c'est défini. Réfléchir au moyen de devenir plus efficace. Régler, modifier le comportement en conséquence. Mais à nouveau, de l'équipe. Je ne vais pas dire indépendamment parce que ce qu'on livre est forcément facteur de comment l'équipe fonctionne, mais vraiment de dire la rétro, c'est pour l'équipe, comment on travaille mieux, comment on est plus efficace. Et maintenant, les débriefs ou les post-mortem sont vraiment pour qu'est-ce qu'on a release en production, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette release principalement, indépendamment de comment l'équipe fonctionne semaine après semaine. Donc, et pour nous, pour le coup, ça marche vraiment bien d'avoir les deux. Super. Super, c'est noté. Je vais en parler à mon PM lundi. Dany, si tu m'écoutes, je t'en ai sûrement déjà parlé quand tu écoutes cet épisode. Et puis mes autres PM aussi, Julien, Maxime, shout out à vous tous. Des Français, qui sont francophones. Tous mes PM sont francophones, c'est incroyable. Sans transition, le sujet principal. Alors, tu voulais nous parler de comment prendre soin de ces ingénieurs. Il me semble qu'on en a déjà un petit peu parlé il y a plus d'1 an dans ce podcast. On avait déjà touché à 2-3 trucs. Mais bon, en général, pour vous donner un peu les coulisses, on discute une semaine ou quoi avant, puis on se dit, bon, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? Et puis on a un backlog. En général, on essaie plutôt de prendre les trucs qui nous inspirent plutôt que juste prendre un sujet un peu random, histoire d'avoir un peu plus de discussion. Donc, qu'est-ce qui t'amène ici, Pierre? Dis-nous tout. Bonjour Pierre. Donc du coup, en fait, ce sujet était intéressant parce que, alors, on en reparlera, parlerai plus tard dans les problématiques actuelles, mais bon, j'imagine que la plupart des personnes qui nous écoutent travaillent dans le milieu de la tech et donc tout le monde est au courant qu'il y a quelques semaines, bientôt plus d'1 mois, je dirais, enfin même, on parle 5-6 semaines. Donc du coup, il y a la bulle tech qui a explosé. Donc alors, donc quand je parle de la bulle tech, je parle en fait des valeurs boursières des compagnies de tech en bourse qui ont chuté. Donc par exemple, les plus gros étant donc je crois que c'est Shopify qui a dû perdre quasiment 70% de leur valorisation boursière. Mais donc parce qu'en fait les gens parlaient d'une bulle et comme de fait c'était une bulle, c'est-à-dire que normalement une startup est censée rester une startup que quelques années, mais en fait il y a des boîtes qui étaient considérées comme des grandes boîtes de la tech qui étaient toujours à des phases de startup, mais avec donc du coup un coût annuel qui ne pouvait en fait être absorbé que par les investissements qui continuaient à affluer. Et donc et c'est pour ça en fait que les gens parlaient d'une bulle tech et c'est pas nouveau, on en parle déjà depuis 10 ou 15 ans, parce qu'il y a des boîtes en fait qui fonctionnent toujours sur ce modèle et il y a des boîtes qui sont toujours là depuis 10 ans et qui fonctionnent toujours avec des injections de capital, ce qui veut dire qu'en fait il y a énormément de gens qui l'ont pointé du doigt en disant il y a une bulle qui va péter là. Et cette bulle a pété, donc évidemment avec le contexte international, les gens font plus attention aux investissements, ils sont moins à même de prendre des risques et donc ces bulles-là ont littéralement explosé il y a 5-6 semaines. Ce faisant, énormément du coup de licenciements ont eu lieu et certaines entreprises ont commencé en gros à fermer les recrutements ou à être beaucoup plus picky sur les recrutements, faire beaucoup plus attention aux personnes qui recrutaient. Et donc évidemment ça amène la question pour moi de comment prendre soin de ces ingénieurs, parce qu'évidemment les entreprises ont des bons ingénieurs. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, toutes les personnes qui ont fait des bootcamps de 2-3 mois et tout ça, je pense qu'ils vont avoir énormément de mal à se faire recruter dans les mois ou même quand je parle de mois, je pense immédiatement dans les 6 mois, les retombées vont pas être énormes, mais les retombées entre 6, 18, 24 mois, je pense, vont être beaucoup plus importantes pour justement soit les personnes qui rentrent dans le monde du travail ou alors ceux qui rentrent avec ce que je considère comme étant un CV assez léger. Et par ça, j'entends des bootcamps. J'ai aucun doute que des ingénieurs de formation classiques, 5 ans, vont avoir aucun problème à rentrer dans les entreprises, puisqu'il y aura toujours besoin de 100 frais qui doit rentrer pour remplacer ceux qui sortent. Mais je pense que toutes les personnes qui ont fait des formations plus légères ou plus en gros dans l'idée qu'il y avait ce besoin d'ingénieurs, il y en a toujours, mais je pense que on va dire l'entrée facile qu'il y avait pour ceux qui venaient par exemple de bootcamp ou des formations de 3-6 mois, ça va devenir beaucoup plus difficile pour eux de justifier pourquoi les prendre eux et pas un ingénieur de formation dit classique qui vient en fait sur le marché en même temps qu'eux. Cet aparté étant fini, donc du coup ça m'amène à comment prendre soin de ces ingénieurs, parce qu'aujourd'hui je pense, et à nouveau donc sur les mêmes durées de temps, donc entre 6 et 24 mois, je pense que la compétition pour récupérer de très bons ingénieurs va être plus dure qu'avant, et surtout va se poser la question de se dire comment est-ce qu'on garde des ingénieurs en leur disant bon écoutez, je pense c'est le cas pour Julien et moi, on est dans une start-up, le projet a l'air d'être plutôt bon, mais
il nous faut encore quelques années pour réussir à aller là où on veut, où on va faire en gros exploser nos startups et vraiment avoir un impact dans nos domaines respectifs. Donc la crypto pour Julien et la fintech pour nous, enfin pour moi. Et donc du coup, comment prendre soin de ces ingénieurs, leur assurer que voilà, il y a un avenir. Ça va prendre un peu plus de temps parce qu'évidemment, donc dans notre cas, et je crois aussi que c'est le cas pour toi Julien, les recrutements ont été gelés pour l'instant. Donc du coup, on a moins d'ingénieurs qui arrivent. Donc évidemment, ça donne moins de place pour leur permettre de grossir ou d'aller sur des projets plus intéressants parce qu'évidemment, du coup, moins d'équipes, moins de gens veut dire bah on doit se forcer à être plus sur les projets qui avancent vraiment et du coup, c'est pas toujours forcément les plus intéressants. Donc on a ces problématiques là. Donc voilà, c'était le sujet principal que je voulais aborder aujourd'hui. Donc après un peu cette introduction, Julien, est-ce que du coup, toi, tu as des choses à amener pour comment prendre soin de tes ingénieurs? Alors, je me suis posé ces questions-là en ce moment en me disant, en fait, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour essayer d'améliorer la situation, de m'adapter à cette situation-là. Je me suis rendu compte que ce que pas mal de gens trouvaient comme étant un peu overkill avant a tout son sens maintenant. Beaucoup de rigueur sur les plans de développement personnel, beaucoup de rigueur sur les one-on-one. Vraiment discuter avec les gens, leur demander du feedback, leur donner du feedback tout le temps, créer vraiment cette relation de confiance avec les gens avec qui reportent à nous, avec nos c'est quoi nos subordonnés, c'est un peu corporate bizarre, comme terme, mais ouais, enfin bref, avec nos reports, avec nos ingés en général, c'est extrêmement important. Et quand tout va bien, il n'y a pas forcément toujours des choses à dire, il n'y a pas forcément voilà, juste ça roule, je suis heureux, t'es heureux, c'est super. Et en one-on-one particulièrement, en entretien individuel, du coup que je fais toutes les 2 semaines, et j'essaie toujours de me creuser la tête, de les préparer à l'avance, de trouver des sujets de discussion, même si c'est des trucs futiles. Tu vois, avec une de mes reports aujourd'hui, on discutait d'écriture de fiction. Je sais qu'elle écrit un peu de la fiction. Moi, j'ai écrit un bouquin il y a pas longtemps qui n'était pas de la fiction, mais du coup, je me suis dit, en fait, peut-être que maintenant, j'ai pris assez confiance en moi pour me lancer. Du coup, j'ai demandé un peu comment elle faisait, est-ce qu'elle avait des méthodes. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est en créant cette relation-là, on crée une relation de confiance. Quand on a une relation de confiance, on est plus à même de donner du feedback, de recevoir du feedback. Et on peut aller parler un peu plus à un niveau personnel. Après, chacun met sa limite et il faut respecter la limite de chacun, mais pour aider par exemple au développement de carrière, c'est intéressant. J'ai un report hier qui m'a dit bah oui, moi mon projet pour les 6 mois c'est j'ai acheté un appart, je veux le rénover et je veux vivre dedans. Et du coup, à moi d'essayer de voir avec lui comment est-ce que Swissborg peut l'aider là-dedans et comment lui il peut aider Swissborg tout en s'aidant lui-même là-dedans, quoi. Et tu vois, on peut réfléchir à plein de trucs, tu vois, genre si tu fais plus d'on-call, c'est-à-dire que tu gagnes un peu plus d'argent. Si y a des problèmes pendant un on-call, du coup tu peux convertir ça en temps libre. Donc tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais on continue à chercher des synergies comme ça. Et ouais, c'est des choses qui sont un peu too much, ou qui sont considérées un peu too much quand on est en temps de paix, entre guillemets. Mais par contre, quand tout part à volo, moi j'ai remarqué que avec mes reports, ça se passe pas trop mal, quoi. Quand ils ont un peu peur, ils ont pas peur de me le dire. Moi, j'ai pas peur de leur dire les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ils me font assez confiance pour savoir que je suis honnête avec eux. Et quand je les rassure, pour savoir que je les rassure pas juste pour les rassurer, mais que c'est effectivement que voilà que c'est rassurant, comme que le contexte est rassurant. Donc voilà, en fait, j'ai pas adapté grand chose. Évidemment, faut faire un peu plus attention, mais ouais, je me suis rendu compte que finalement les outils que j'avais mis en place, voilà, ils sont pas mal et ils prennent tout leur sens maintenant. Ouais, je te rejoins complètement. Enfin, indépendamment même des activités ou des outils, je pense que vraiment pour moi le plus important c'est d'avoir une relation de confiance avec nos ingénieurs, nos subordonnés. Je vais utiliser report, j'aime pas le mot, mais c'est vraiment ça parce que c'est une des valeurs qu'on a du coup chez GetGround, feedback obsessed, donc obsédé du feedback qui est pas non plus français, obsédé par le
Je ne sais pas le français. Et boucle d'inspection. Boucle d'inspection, ouais, c'est ça. Donc, et l'idée, c'est un truc que je répète en boucle à mes ingénieurs au début, surtout pour les nouveaux. Je leur dis, le pire feedback que tu puisses me donner, c'est de ne pas m'en donner. Puisque si le feedback est bon, tant mieux, ça flatte mon ego, je suis content, ça veut dire que tout se passe bien. Et si t'en as des mauvais, ça veut dire justement que t'as pu voir quelque chose que moi j'ai pas vu. Bon, je dis pas que je suis le meilleur, mais certainement si je sais quelque chose que je fais mal et que je me rends compte moi-même, je vais mettre en place quelque chose pour éviter de le faire. Et c'est pour ça que le feedback est aussi important et que j'essaie vraiment de le cultiver auprès de mes ingénieurs. C'est que il y a des choses qu'on peut voir soi-même quand on se regarde dans le miroir, mais il y en a d'autres où on peut pas s'en rendre compte tant que quelqu'un nous le dit pas. Et la pire situation pour moi, ce serait d'arriver et que mes ingénieurs n'osent pas me dire des choses que je fais mal, qui du coup m'impactent moi et les impactent eux. Et en fait, si j'avais une relation, on va dire, de tyran avec eux, ils oseraient pas me dire ce que je fais mal, ou ils oseraient pas me dire, bah là, écoute Pierre, t'as dit ça la dernière fois, j'étais pas trop d'accord, ou il y avait peut-être une autre manière de le dire qui était mieux. Et là, je peux dire, ok, bah je ferai gaffe parce que évidemment, je m'en suis pas rendu compte puisque je l'ai dit. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour justement éviter et du coup éviter un problème que j'ai créé ou qui va se créer si je continue à avoir cette attitude ou cette manière de faire. Et donc c'est pour moi cultiver le feedback, c'est vraiment à la base de tout le reste, parce que si tu peux faire des 101 mais que la personne en face te dit pas la vérité, je considère que le 101 est quasiment pas inutile, mais en tout cas, il est très peu utile. Et pareil pour le personal development plan. Si la personne, comme toi par exemple, si ton ingénieur avait peur que de te dire, bah écoute, je vais rénover un appart, du coup, si t'étais un mauvais manager, tu dirais, ah ouais, donc il va sûrement essayer de gratter du temps sur le temps de travail pour faire son truc. En plus, il est en remote, machin, nana. Dès le moment où tu commences à avoir cette pensée-là, tu sais que c'est foutu parce que du coup, l'autre du coup va prendre peur et ne va pas t'en parler de peur justement que tu fasses des remarques à cause de ça. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est vraiment d'être le plus ouvert possible. Et comme ça, quand ça se passe bien, on le dit, quand ça se passe pas bien, on le dit, mais d'avoir toujours une relation de confiance et surtout d'extrême honesty, pas en allant jusqu'à ce point-là, mais du coup d'essayer toujours d'avoir cette idée d'être honnête le plus possible, parce que la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui dire la vérité sur tout ce quelque chose de mal qu'il fait, et du coup la personne va simplement répéter ce mauvais pattern et va pas du tout s'améliorer. Ouais, exactement. Et j'aime bien l'analogie de dire à quelqu'un qu'il a sa braguette ouverte, tu vois. C'est un peu malaise pour toi, c'est un peu malaise pour eux, mais en même temps, si tu leur dis pas toute la journée, et si tout le monde fait ça, toute la journée, ils vont se balader avec la braguette ouverte et Exactement. Personne va leur dire, tu vois. C'est ça. Donc il faut juste, faut crever l'abcès, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, c'est quand mon premier one-on-one quand j'ai un nouveau report ou que quelqu'un commence à Swissborg, il est toujours, c'est un méta one-on-one, tu vois, c'est un one-on-one sur le one-on-one. C'est quelle est ton expérience avec les, je vais essayer de le dire en français, avec les entretiens individuels. Les entretiens individuels, merci. Et en général, je sais pas, non, je sais pas si je peux faire de généralité, mais il y en a qui me disent oui, j'ai l'habitude, mais mon ancien manager, il était très bon, il me faisait ci, ça. Et il y en a d'autres qui disent je sais pas ce que c'est. mais et du coup, je dis tout le temps, enfin c'est important, c'est toujours des moments un peu bizarres, mais importants. Tu vois, à mesure qu'on va mieux se connaître, ce sera moins bizarre. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on commence à se connaître. Mais c'est important qu'on parle de choses qui ne devraient pas être entendues par les autres, quoi. Sinon, je pourrais juste faire un seul one-on-one avec tout le monde et puis et je gagnerais du temps et toi aussi, quoi. Et donc c'est hyper important et la plupart du temps, ça va. Mais voilà, je leur dis direct. De toute façon, je vais te demander du feedback tout le temps, à chaque fois. Donc, au début, tu vas me dire oh non, tout se passe bien. Au début, tu vas rien me dire parce que tu sauras pas trop. Après, tu vas me dire oui, ça se passe bien, j'aime ci, j'aime ça, etc. Et à mesure que notre relation va commencer à maturer, tu vas voir, tu vas commencer à être plus à l'aise et à me dire ah si, ça. Et puis moi aussi de mon côté, quoi, c'est important. Si en face j'ai quelqu'un que je sens que la connexion se fait mal, je vais aussi moi avoir un peu plus de mal à être honnête quand on reste humain, quoi. Donc et tu nous parlais du plan de développement personnel. Du coup, je sais que c'est toi qui m'avais inspiré ça, sûrement dans un épisode qu'on avait enregistré ensemble. Est-ce que ta pratique a évolué depuis l'année dernière ? Alors pas tellement. Le seul problème actuellement, et c'est bon, ça glisse un peu dans les problématiques actuelles, mais c'est en fait le problème, c'est que on a mis en place des PDP, donc Personal Development Plan de développement personnel. Le seul problème étant qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps en fait pour réellement que ça devienne un plan personnel. Et c'est ça en fait le gros problème, c'est-à-dire que beaucoup de ce que mes ingénieurs veulent faire, si c'est pas connectés d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils font au jour le jour, c'est très difficile pour moi en fait de leur trouver du temps
pour leur donner. Et c'est pas une chose dont je suis fier. C'est quelque chose, j'espère, qui va changer à terme. Mais bon, le fait d'être dans une startup, forcément, voilà, on doit toujours courir derrière tant qu'on n'a pas atteint le break-even, donc tant qu'on n'est pas rentable. Donc on doit toujours constamment courir pour être sûr d'être au devant du marché et au devant des besoins des utilisateurs pour justement réussir à faire que le business fonctionne. Et donc je suis persuadé qu'une fois qu'on aura, on sera rentable, que le business sera stable, on pourra prendre le temps de souffler et d'avoir du temps pour aux ingénieurs dédiés pour justement leur permettre d'avoir des idées ambitieuses sur leur plan de développement personnel. Le problème étant qu'aujourd'hui, je suis obligé un peu de faire un compromis entre ce qu'ils aimeraient faire et ce que je peux les laisser faire d'une certaine manière. Et c'est frustrant pour moi parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont très bonnes que j'aimerais mettre en place, mais pour une contrainte de temps, je peux simplement pas les laisser aller dans le mur et leur dire oui, fais-le. Et au final, ils auront jamais le temps de le faire. Et étant quelque chose de personnel, je ne donne jamais de tâches que j'attends des personnes qui fassent en dehors des heures de travail. S'ils ont envie de le faire de leur plein gré, il y a aucun problème. Mais dans ces cas-là, je leur demande même pas de le mettre dans le PDP, parce que je considère le PDP étant quelque chose qu'on met en place entre eux, donc moi étant leur manager de l'entreprise et eux un ingénieur dans l'entreprise. Et donc je pars du principe que c'est quelque chose qui doivent être capables de pouvoir faire dans leur temps de travail. Et donc, si l'entreprise est soit, et je comprends tout à fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de dédier du temps spécifiquement pour eux pour bosser dessus, je perds pas espoir que ce sera le cas un jour. J'espère avant la fin de l'année, au pire l'année prochaine, mais voilà, je me vois pas en gros finir l'année 2023 sans avoir du temps alloué pour mes ingénieurs pour pouvoir travailler sur leur plan de développement personnel. Donc voilà. Donc le plan personnel en tant qu'outil, pour moi, il y a toujours énormément de valeur dedans. D'ailleurs, je suis toujours surpris et très très heureux d'être surpris dans le fait qu'il y a des super idées pour améliorer le système, améliorer le produit, améliorer des features, améliorer quoi que ce soit au niveau de l'entreprise en général, qui arrivent à travers le PDP, et enfin le plan de développement personnel, et que les ingénieurs sont capables justement d'articuler des idées qui leur bénéficient à eux, mais qui est toujours d'une manière ou d'une autre dans le bénéfice aussi de l'entreprise. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je vois les ingénieurs qui me donnent pas juste des idées qui sont purement pour leur pomme et rien pour l'entreprise. C'est toujours avec l'idée de dire voilà, là j'ai un petit truc que moi j'aimerais mettre en avant, mais en même temps voilà l'intérêt pour l'entreprise, et j'ai même pas besoin de les pousser à faire, ils le font d'eux-mêmes. Et je suis toujours très 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 content des idées qui sont données. Maintenant, comme je dis, il y a une contrainte de temps, et pour le coup elle est justifiable par le business, et donc du coup voilà, j'essaie de la justifier auprès de mes ingénieurs. J'aimerais avoir du temps à louer, c'est pas le cas aujourd'hui, j'espère que ce sera le cas demain, et donc voilà, c'est pour ça que je continue dedans. Mais donc est-ce que je suis content du PDP? Oui. Est-ce que c'est la manière dont je le voudrais aujourd'hui? Pas exactement. Voilà. Intéressant. Ouais, du coup, j'ai fait exprès, je t'avais demandé ton template et j'ai fait exprès de pas le respecter et de partir avec le mien. Ouais. Pour justement tester d'autres trucs et avoir plus de feedback finalement. Moi, je suis parti sur un truc où en fait il y a 3 grandes sections. Il y a une section Swissborg, donc avec les OKRs, quels sont les objectifs de l'équipe ingénierie, quels sont les objectifs de Swissborg, quels sont les objectifs de ton équipe. Ensuite, il y a une section que la personne remplit elle-même, c'est quel est mon mission statement, en gros, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux être dans 6 mois, que ce soit perso ou pro, la personne choisit. Donc on peut avoir des trucs très perso, genre je veux déménager dans mon nouvel appart, ouais. Ou des trucs très pro, genre je veux passer senior engineer, et tous les gradients au milieu. Et ensuite, la 3e section, on la remplit ensemble. J'essaie que ce soit surtout la personne, mais je conseille en général autour, parce que j'ai plus d'expérience de ce qui est possible et ce qui est pas possible, et aussi je peux donner plus d'idées en fait, comme j'ai vu plein de PDP maintenant. Et du coup, c'est les objectifs intermédiaires. En gros, c'est des objectifs qui vont relier les objectifs perso aux objectifs pro, avec comme idée que c'est les SMART goals, donc ils sont mesurables, etc. On essaie de donner une deadline, au moins une soft deadline, histoire de se faire avancer, et avec l'idée que à chaque fois qu'un sous-objectif est atteint, ça a emmené la personne un peu plus près de leur objectif, et ça a amené Swissborg un peu plus près de leur objectif. Donc ça permet de customiser pas mal en fonction de la demande aussi, du besoin du moment. Du style, à l'époque où on recrutait à fond, et quand il y a des gens qui disaient moi je veux faire plus de public speaking, voilà, super quoi. La synergie elle est pas difficile à trouver. Ouais. Vas-y, tes objectifs c'est d'écrire un certain nombre d'articles de blog pour le blog tech, ça va être d'aller parler dans une conférence, ou même de faire des talks en interne,
Enfin, il y a plein d'idées. Et en général, on arrive toujours à trouver quelques synergies. Alors, des gens avec qui ça marche mieux que d'autres, il y a des contextes dans lesquels ça marche mieux que d'autres, mais en général, ça fit plutôt bien, quoi. Et donc, comme ça, il n'y a pas trop ce problème d'allouer du temps. Alors, parfois, il y a, tu vois, je veux améliorer un peu mon leadership, tu vois, sur quelqu'un qui voudrait devenir senior. Et du coup, dans les objectifs, quand tu dis coacher un junior, c'est quand même sous condition qu'on ait un junior qui arrive dans l'équipe, tu vois. Mais après, moi, ça me permet aussi, justement, en connaissant la personne et ses objectifs, d'essayer, quand je peux, d'aller les mettre dans une position où ils vont pouvoir se rapprocher de leur objectif. Et ça permet, tu vois, justement, de continuer à prendre soin de ces jeunes ingénieurs dans le sens où, voilà, je vais pouvoir avoir une opportunité, parfois j'oublie, hein, mais parfois je vais avoir une opportunité, je vais dire, ah bah ouais, ça, super opportunité, je sais pas, on a un junior qui arrive, moi je vais pouvoir dire, ouais, moi ça m'intéresse de l'avoir, non pas que j'ai besoin de plus de main d'œuvre, mais j'ai quelqu'un qui peut passer senior et ça lui ferait du bien de se gratter la tête et d'onboarder quelqu'un, quoi. Ouais. Et donc, mais évidemment, les gens en général sont assez heureux qu'on pense à eux et qu'on pense à leur bien-être tout en restant dans la stratégie de l'entreprise, quoi. Non, mais c'est justement donc les soft deadlines et les smart goals, c'est une addition qui a été faite. Alors pas de mon, enfin c'est même pas de mon ressort, c'est-à-dire qu'on a eu un nouveau head of engineering, Joao, qui a pris donc la place de head of engineering et du coup qui a ramené d'autres best practices par-dessus, enfin de bonnes pratiques par-dessus ce qu'on avait déjà. Et par contre un truc que j'aime énormément et que j'ai pas actuellement, c'est-à-dire qu'en fait évidemment je leur demande de se baser sur la mission de GateGround quand on réfléchit à ça. Par contre un truc, et j'aime beaucoup, et je vais sûrement le réutiliser, bon pas cette fois-ci parce que là on vient littéralement de les définir il y a 2 semaines, donc c'est raté pour les 3 prochains mois, mais j'avoue que par contre prendre en considération la mission de l'entreprise toujours, mais spécifiquement de la squad et de l'équipe où ils sont, c'est carrément une bonne addition, parce que ça permet du coup d'amener du coup quelque chose de tangible directement, enfin du coup il y a plus de chances qu'ils puissent le réaliser si c'est dans le scope de l'équipe ou de la squad, donc ouais, j'aime beaucoup l'idée de la mission de la squad et de l'équipe en plus de celle de l'entreprise pour que ce soit encore plus tangible et encore plus proche de ce qu'ils font sûrement rencontrer au jour le jour dans ce qu'ils font. Donc, ouais. Exactement, ouais, c'est très pratico-pratique et puis et je trouve en fait ça permet d'une part de valider le besoin ou la bonne idée, quoi, le bien fondé du PDP, mais ça permet aussi d'expliquer le bien fondé des OKRs. Parce que y a des gens qui n'ont jamais travaillé avec les OKRs. Moi, le premier, j'étais assez sceptique quand je bossais dans des petites startups. Je voyais ça, je me disais, c'est vraiment usine à gaz, quoi. Et en fait, quand on board la personne et tu dis, bah voilà, t'as entendu parler des OKRs, t'as vu les OKRs au niveau global, t'as vu celle au niveau engineering, t'as vu celle au niveau squad. En fait, ça fait un arbre et les feuilles de cet arbre-là, c'est vous, quoi, c'est les ingés. Donc en fait, ça permet de lier, de vraiment lier et de compléter le graphe avec vraiment les personnes tout au bout du graphe avec des objectifs personnels et du coup, ils voient vraiment cette synergie qui traverse l'arbre de eux et même eux personnellement jusqu'à Swissborg as a whole, tu vois. Donc ça complète bien, je trouve que ça fait un narratif qui est très efficace. Ah non, complètement. Et non mais c'est pour ça, enfin c'est parce que du coup justement en mettant la mission de l'entreprise, mais avec le fait qu'on ait voilà plusieurs équipes, qu'on travaille sur des scopes bien spécifiques de par les squads qu'on a, c'est vrai que ouais, du coup d'avoir ce maillon entre les deux pour les ramener à la mission du coup de la squad qui tombe forcément dans la mission de l'entreprise, ce que nous je crois qu'on appelle la North Star, l'étoile polaire. Donc du coup ouais c'est une très très bonne idée. Je vais ajouter ça. Et, du coup, tu as commencé à parler un peu de tes problématiques actuelles qui sont un peu liées à ça et à la bulle tech qui explose. J'ai l'impression qu'on partage pas mal de choses dans notre quotidien. Du coup, quelles sont tes problématiques et qu'est-ce que tu fais pour essayer de résoudre? Comment tu copes, j'allais dire? Alors du coup, c'est une problématique et en même temps, il y a eu quand même quelque chose qui était inattendu, mais qui a
qui est du coup, je vais pas dire qui est bien tombé, mais en fait c'est au moment où on a commencé ce quarter, donc ce trimestre, donc on est déjà quasiment à la moitié puisqu'on a commencé au 1er juin. En fait, étant donné que ça a un peu corrélé avec le moment où justement il y a eu la bulle qui a explosé, on a dû faire du coup un peu de redundancy, léger, on a eu de la chance de pas être trop impacté, mais en fait du coup ça a permis de, on va dire, rationaliser là où elle est l'entreprise, et là où justement, alors à titre personnel, l'entreprise commençait un petit peu, je vais pas dire à partir dans tous les sens, mais on commençait vraiment à explorer des choses qui étaient un peu plus loin que vraiment le cœur de notre cible et de vraiment ce qu'on essaye de faire chez GetGround. En fait, ça nous a permis en fait d'avoir un peu un sanity check en arrivant qui nous a dit pop, restez sur l'essentiel, allez pas partir dans tous les sens. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait donc dans l'idée d'avoir 5 équipes d'ici la fin de l'année. Et donc évidemment, en ayant bloqué les recrutements, on restera à 3 équipes jusqu'à la fin de l'année. Mais du coup, ça nous a permis en fait de nous recentrer, de nous dire ok, qu'est-ce qui est vraiment important, sachant que la question n'est plus de savoir combien d'ingénieurs on aura pour réussir à tout faire, mais de savoir on a un nombre très limité d'ingénieurs dans 3 équipes, quels sont vraiment les trucs les plus importants à mettre en avant. Et du coup, en fait, ça a permis de faire un petit peu de trimer le backlog, de défeuiller le backlog, un petit peu. Je sais pas comment le dire au mieux. Élaguer. Ça nous a permis en fait d'élaguer un peu le backlog de quelles sont les choses qu'on veut faire à GetGround et de vraiment se focus sur le plus important et d'aller là où on avait soit un intérêt au niveau de nos utilisateurs ou soit un intérêt au niveau de la monétisation. Donc du coup, en fait, on est vraiment parti sur ces 2 axes-là et ça a fait qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment 3 segments principaux sur lesquels on voulait vraiment aller dardard dessus et ça nous a permis en fait de remettre un peu de sens dedans. Donc du coup, c'est, on va dire, et je vais pas mentir, c'est un peu le seul point positif qu'il y a eu, puisqu'en fait tous les autres points négatifs sont justement qu'on a énormément à faire. Une startup, c'est l'idée du do or die, donc faire ou mourir, parce que si on le fait pas, il y a un compétiteur qui va le faire et il y a un compétiteur qui va nous bouffer. Donc du coup, ça nous a permis de nous refocuser là-dessus. Le problème étant quand même que voilà, on a un certain nombre d'ingénieurs et on a 10 000 idées pour chacun de nos ingénieurs à leur demander de faire. Et donc, forcément, on a dû rationaliser tout ça. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boulot qui arrive. Et donc, comme on a de quoi supporter les 3 équipes, mais on a beaucoup d'idées qui arrivent, beaucoup de solutions qui arrivent. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est justement que la partie où on laisse les ingénieurs venir gratter un petit peu plus du côté produit, un peu du côté inception de l'idée. Et ben, en fait, on s'est retrouvé à justement partir de l'autre côté, qui est de dire, OK, les ingénieurs, qu'est-ce que vous faites de mieux? Bon, c'est d'implémenter des solutions. OK, on va vraiment se focus là-dessus. Et donc, du coup, là, je vois déjà que ça arrive ce mois-ci et j'ai pas de doute que ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année où justement, pour économiser, on va dire, du temps, on essaie d'avoir des plus petits comités, si ce n'est même juste les team leads qui sont au niveau de l'inception. On garde toujours l'idée de présenter les solutions aux ingénieurs parce qu'on veut évidemment un buy-in, on veut que nos ingénieurs soient dedans, enfin je sais pas, à défaut de dire mieux, on veut vraiment que nos ingénieurs soient impliqués, l'adhésion, voilà. On cherche toujours l'adhésion de nos ingénieurs, donc à aucun moment j'amènerai une solution clairement à mes ingénieurs en disant maintenant vous faites, parce que déjà ils m'engueuleraient, mais surtout c'est quelque chose qui marche pas, parce que du coup il y a des choses auxquelles ils vont penser et au niveau du système dont on a besoin d'eux au niveau quand on solutionnise, quand on pense à la solution. Donc du coup, c'est l'idée de les amener toujours, mais par contre, on les amène moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on va quand même essayer au maximum d'utiliser les team leads, les product managers et les designers en amont pour essayer d'amener toujours une solution qui est ouverte à, voilà, si jamais il y a des remarques ou d'autres idées ou des façons de mieux faire, mais à un stade moins brut de décoffrage qu'avant. Donc et justement, je vois un peu de la frustration de la part des ingénieurs qui me disent avant on avait quand même un peu plus de visibilité, on voyait tout ça, et je suis obligé de leur dire malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de réduire la visibilité que vous avez sur ce qui arrive de manière à justement que vous partiez pas sur des heures ou des journées à penser à des solutions comme avant. Maintenant, c'est plus quelques heures pour justement y réfléchir plutôt que quelques jours. Donc mais voilà, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre parce que c'est pas celles que j'aime, mais on a besoin de les prendre pour l'instant pour le business. Mais donc voilà, c'est un peu des compromis que j'ai à faire actuellement sur le fait qu'on a quasiment toujours autant de choses à faire, mais on a le nombre d'ingénieurs qu'on a maintenant et on sait qu'il grossira pas dans les mois à venir. Donc il faut, en fait, c'est vraiment l'idée de rationaliser et vraiment de délaguer et de dire on garde que vraiment l'essentiel, et tout ce qui est en gros de la fioriture ou du surplus, on s'assure de le dire et de le mettre de côté, si ce n'est le faire disparaître complètement.
Donc voilà, c'est on va dire, la plus grosse problématique actuellement. C'est toujours autant d'idées, mais pas plus et pas plus de monde qui viendra dans les mois à venir pour nous aider à faire plus. Donc voilà. Ouais, c'est pareil de mon côté, hein, beaucoup de rationalisation. Il a fallu, ouais, on avait déjà des process qui étaient à peu près en place, mais avec le système de squad qui était encore assez nouveau, on n'avait pas beaucoup pu itérer dessus, donc là il a fallu rationaliser, réorganiser un peu les squads pour aller mettre de la ressource, que ce soit humaine ou en budget, dans les squads qui vont bien et qui ont plus de sens dans ce nouveau contexte. Et ouais, pareil, on a toujours plus de choses à faire, toujours plus d'idées, même si on reste sur les trucs principaux, vitaux, les plus importants, qui auront le plus d'impact. Donc ouais, et pas plus de gens, quoi. On a ça, on arrive encore on a encore pas mal de gens comme les gens qu'on a recrutés même il y a 3 mois, 6 mois. Ils avaient pas forcément des préavis qui étaient courts, donc on a encore maintenant toute l'inertie de nos embauches de début d'année qui continue à arriver. Là, on commence à arriver sur la fin. Là, on a encore un peu du 109 qui arrive, mais bon, quand même le temps de les onboarder, le temps qu'ils soient efficaces et tout ça prend des mois. Donc ouais, moi je garde beaucoup un œil sur la quantité de travail qu'on fait, quoi, sur la WIP, sur le work in progress, sur le nombre de projets sur lesquels on travaille en parallèle. J'essaie vraiment de minimiser au maximum, de minimiser le contexte switch et de faire en sorte que les gens ils puissent se focaliser sur un truc. Et même si ça veut dire, j'ai des équipes par exemple qui ont des ingénieurs en commun. Du coup, j'ai mes project managers qui viennent me voir des deux côtés et ils me disent attends, mais là tu veux me dire que j'ai plus de développeurs pour faire ça? Bah non, désolé, il faut qu'ils finissent un truc, mais même si c'est un petit truc, je connais la formule, tu vois. Alors, ah bah non, mais c'est juste un petit truc, t'inquiète pas. Ouais, c'est juste un petit truc, et puis en fait, quand ça va partir en QA, on va se rendre compte que en fait, on a oublié des trucs ou que c'est pas si petit que ça, et puis après, les développeurs ils se retrouvent à travailler sur 2 tableaux en même temps, et voilà, et réécouter l'épisode sur Kanban, le numéro 11 ou 12, numéro 12. Voilà, si on augmente la WIP, on augmente le lead time, donc forcément si on travaille sur 2 trucs en même temps au lieu d'un, on mettra plus de temps à sortir les 2, quoi. Donc du coup ça veut dire que l'impact du premier truc sur lequel on travaillait à la base, il va venir plus tard et ça nous intéresse pas. D'un point de vue macro, il vaut mieux qu'on ait un petit impact rapidement plutôt qu'un gros impact dans 3 mois. D'autant qu'on peut pas pousser, d'un point de vue marketing, on peut pas pousser plusieurs idées en même temps, il faut quand même attendre et faire l'un après l'autre, donc de toute façon il y aura de la séquence quelque part, donc autant séquencer au début, même si effectivement c'est frustrant. Je peux comprendre d'avoir une équipe qui peut pas avancer sur un sujet pendant un moment en attendant que les développeurs soient dispo, mais d'un point de vue théorie des flux, ça s'entend et ça se comprend, quoi. Et donc voilà, ma méthode après pour pallier à ça, c'est comme on a des squads et qu'on essaie vraiment d'être en mode startup, quand t'es en mode startup et que t'as toute ton équipe dev qui est en vacances, tu fais quoi? Tu vas pas te tourner les pouces, quoi. T'essaies de trouver d'autres solutions, t'essaies de faire sans les développeurs, t'essaies de, je sais pas, ou de travailler sur du design, ou je sais pas, enfin t'essaies de faire d'autres trucs, de trouver des solutions, parce que dans tous les cas il faut que ça avance. Donc on essaie d'avoir comme ça j'essaie de trouver des synergies entre les équipes et de trouver une sorte de tempo, tu vois, c'est un peu comme de la musique, où du coup il y a une équipe qui va plutôt faire de l'expérimentation, des trucs un peu plus cheap, mais qui ont quand même de l'impact, et qui permettent peut-être de trouver des nouvelles idées ou de faire des expérimentations plus simples, tu vois, dire voilà, on est intéressé par ce marché-là, on pense que ça a un plus gros impact qu'un autre marché, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être on peut essayer juste d'appeler les utilisateurs quand ils se connectent et leur expliquer s'ils ont des questions, etc. Ça permet de créer plus d'engagement, ça permet de convertir plus d'utilisateurs, ça permet d'améliorer notre image. C'est toujours ça qui est pris, et du coup quand tu regardes dans tes KRs, t'as vite tendance à te dire ouais, ces métriques-là, je peux les faire avancer qu'en créant des features, mais en fait c'est pas le cas. Effectivement, les features, ça permet d'automatiser et d'avoir un impact qui est souvent sur plus long terme, quoi, et qui coûte moins cher à la fin, mais il y a un coût à l'entrée qui est énorme. Donc voilà, donc j'essaie de faire comme je peux, jouer aux chaises musicales avec mes chefs de projet, mais
bah on a signé pour ça. Hein. Ouais. C'est jamais fun, mais bon, en même temps, il faut le faire. C'est important de garder du recul, garder un œil sur les métriques, garder un œil sur les whips, et pas plonger dans. Ouais, c'est ça, pas plonger dans cette idée que non, mais en fait ça va passer quoi. Et non, ça va pas passer. Les équations sont formelles. C'est mieux d'attendre, mais c'est pas facile, et du coup c'est beaucoup de conversations. Quand on parlait un petit peu avant l'épisode, je disais en ce moment ma charge de travail elle a pas terriblement augmenté en termes d'heures, mais par contre tout ce que je fais c'est critique en fait. Donc chaque conversation il faut que je la prépare, chaque meeting il faut que je le prépare, il faut que je pèse chacun de mes mots, et il faut que je pèse chacune des décisions quoi. Et mes problématiques actuelles c'est aussi ça, c'est que finalement je travaille pas beaucoup plus, mais par contre à la fin de la journée je suis vidé quoi. Mais bon, on se sent vivant quoi. C'est comme quand tu fais du sport quoi. Quand tu fais de la course à pied, que tu cours 1 heure tranquille, bah à la fin t'es un peu fatigué mais ça va. Quand tu fais une séance de cardio, boum quoi. Ouais. T'en prends plein la tête d'un coup. Et ça fait du bien. On a besoin de faire les deux pour avoir un bon équilibre. Donc je me plains pas. Et c'est cool, mais on apprend beaucoup plus dans ces périodes-là que dans des périodes tranquilles. Donc comme tu disais, il y a des problématiques, il y a un contexte qui est pas très fun, mais en même temps il y a beaucoup d'opportunités aussi, que ce soit nous d'un point de vue manager ou même pour les équipes, sur se responsabiliser, s'endurcir, je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives quoi. Justement il y a un peu ce fight or fly, je trouve. La réaction je sais pas comment dire en français, tu cours ou tu fuis, tu cours ou tu cours ou tu fuis, tu cours ou tu fuis, tu fuis ou tu te bats. Donc du coup il y a effectivement, j'imagine que c'est pareil pour toi, il y a quelques personnes qui vont partir parce que ça va être trop de pression pour eux, ça va être un contexte qui est trop risqué, ça va être pour plein de raisons, ou juste un contexte qui leur correspond plus, qui leur correspond pas. Mais je vois aussi beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui se révèlent un peu dans ces périodes-là, où pas forcément toujours les personnes auxquelles on s'attendait, qui vont se dire ok, là on a besoin de moi, on compte sur moi, et je peux aider à faire la différence. Et c'est assez intéressant. Et du coup, encore une fois, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on crée une relation avec les gens, ça permet déjà plus facilement, je pense, de provoquer ces choses-là, quand les gens ont assez confiance pour prendre des initiatives et qui savent que ce sera supporté, ils ont plus de chances de le faire. Mais aussi, quand on connaît un peu plus la personne, ça permet aussi de dire, là, je sais que t'es un peu comme ci, comme ça, je sais que t'as des velléités pour faire ci ou ça. Là, il y a une brèche et il y a de la place pour toi. Tu le fais, tu le fais pas. C'est ta décision, mais là il y a une situation que tu peux utiliser pour apprendre, pour tester. Donc voilà, il y a des belles opportunités, il faut savoir les attraper et puis les pointer du doigt. Complètement d'accord. Et ce qui nous amène du coup aux outils de l'épisode, est à taper en plein dedans, qui est justement la résilience. Alors, pour revenir justement, on dit souvent que les leaders émergent en temps de crise. Je peux en citer quelques-uns, mais enfin bon, voilà, il y a 1001 situations dans l'histoire. L'histoire se répète où les leaders justement émergent durant les temps de crise. Et justement, une des caractéristiques inhérentes à tous les managers. Alors, évidemment, au niveau team lead, engineering manager, et de plus en plus quand on monte évidemment dans la hiérarchie, mais un point clé qui reste encore et toujours, c'est la résilience. C'est-à-dire à quel point on peut tolérer, et surtout, en fait, c'est simplement à quel point on peut rester droit et debout face à l'adversité ou face à des problèmes qui nous arrivent dessus. Et je trouve, alors à nouveau, je suis encore très dans les premiers jours de ma carrière en tant que dans l'engineering management, donc dans le management d'ingénieurs à différents degrés. Mais je trouve en fait que une chose que j'ai remarqué très vite, c'est que évidemment il y a une compétence technique, évidemment il y a une compétence relationnelle et managériale, mais une des principales qualités inhérentes à tous les bons engineering managers, c'est toujours la résilience. C'est-à-dire quel que soit le problème auquel je fais face, je suis capable de rester droit et
surtout de trouver une solution et de réussir à dépasser le problème. Et donc c'est pour ça que mon outil du jour, c'est un livre, donc je parlais Joao, encore une fois merci, c'est un bouquin que Joao m'a demandé de lire, qui s'appelle Resilient Management, donc le management résilient, enfin le même management est un terme anglais, je ne sais plus comment faire avec les termes français, mais en tout cas donc je vais accepter management, donc le management résilient. Et en fait c'est comment à travers du coup donc une réflexion personnelle, de mettre en place des outils à titre personnel, d'avoir une hygiène de vie ou une hygiène de travail qui nous permet justement d'être résilient. Comment en fait rendre résilient non seulement nous d'abord, puis nos ingénieurs, puis l'équipe, puis les personnes avec lesquelles on travaille, de manière en fait à se dire quel que soit le problème qu'on va affronter, on va toujours être capable de se relever. Et c'est quelque chose qui donc non seulement important pour les engineering managers, mais c'est aussi quelque chose de la part de nos fondateurs, que ce soit donc Misrab et Moubin, qu'ont toujours à cœur de nous répéter. Quel que soit le problème sur lequel on travaille aujourd'hui, quel que soit le marché, les problèmes qui vont arriver économiques, au niveau des lois, toutes ces choses-là, le plus important, c'est que les personnes qu'on a chez GetGround, d'être tous résilients. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille avec tel problème, demain, on aura un autre problème qui va venir. Et c'est pas une question de si on va avoir un problème, c'est de quand va arriver le problème et à quel point nos équipes sont capables de répondre à ces nouveaux problèmes qui vont arriver. Donc pour nous, il y a deux problèmes principaux qui sont du coup le marché économique au niveau de la fintech et plus principalement dans l'immobilier. La deuxième étant la législation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a donc au Royaume-Uni on a les Tories qui sont en place. Demain, si c'est voilà un autre parti qui prend la tête, qu'est-ce qui va se passer au niveau des lois, au niveau de l'investissement immobilier? Et ben voilà, quel que soit ce qui se passe, l'idée c'est de dire si on a des équipes résilientes, des équipes qu'on fait face à des petits problèmes et des problèmes plus gros et des très gros problèmes, et ben demain s'il y a un énorme problème qui arrive, nos équipes vont pas se terrer sous terre et se cacher en se disant pourvu que ça passe, elles se diront non, il y a le problème, on le prend à bras de corps et comment est-ce que nous on arrive à surmonter le problème. Et donc voilà, donc mon outil de l'épisode c'est ce bouquin Resilient Management qui donne énormément de bonnes pistes et surtout de bonnes pratiques et d'outils pour justement devenir résilient soi-même en tant que engineering manager et comment aussi transmettre cette résilience à nos ingénieurs et à nos équipes. Excellent. Je vais du coup reparler qui est maintenant un de mes bouquins préférés, je pense, Team of Teams, qui un peu dans la même veine explique vraiment que voilà, avant il fallait avoir l'entreprise ou l'équipe ou la personne les plus forts dans le sens où les plus efficaces, et que maintenant en fait le temps de créer une solution efficace à un problème, le problème a déjà changé et du coup c'est trop tard, donc d'où l'intérêt d'avoir des équipes qui sont extrêmement résilientes et de travailler sur des itérations qui sont les plus courtes possibles, de façon à pouvoir sans arrêt s'adapter et se réadapter. La résilience, moi c'est pareil dans les cryptos, le marché peut changer du jour au lendemain et on a tout intérêt, on est obligé de devoir s'adapter tout le temps, donc avoir ça à la racine, c'est extrêmement important et on le répétera jamais assez. Je vais commander le bouquin tout de suite. Alors bon courage, il y a un peu de délai parce qu'il vient d'Amérique, je crois qu'il a mis 3 semaines à arriver pour moi, donc je le trouverai sur Kindle ou quelque chose comme ça. Je crois pas, mais à vérifier. Dang. C'est de la série A Book Apart, et du coup je crois qu'ils ont leur propre plateforme de vente. Hey. I know a guy who knows a guy. J'ai un e-book au pire du pire. Qu'on partagera évidemment dans les notes de l'émission. Non. Non. Alors moi mon outil, je me suis un peu creusé la soupière pour trouver, mais j'ai pas trouvé grand chose en vrai. C'est dans les vieilles soupières qu'on fait les meilleures soupes. J'utilise du coup Miro, on en parle souvent. Mais Miro, du coup, dans le cadre du développement, avant je l'utilisais un peu pour faire des rétros, pour faire ci et ça, et maintenant je me rends compte à quel point c'est puissant pour surtout dans un domaine un peu asynchrone. Maintenant j'ai commencé à l'utiliser vraiment pour le développement en général, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la livraison, en passant par l'expérimentation, la discussion avec les utilisateurs, le grooming, la préparation, les raffinements, le développement. Et c'est hyper pratique vraiment à chaque réunion, même s'il y a des gens, si c'est les mêmes personnes, c'est pratique parce qu'au moins ils retrouvent leur petit et puis on peut reprendre après la conversation où on l'avait laissé. S'il y a des nouvelles personnes, ça permet de les onboarder très rapidement sur ce qui a été discuté avant.
Et même de façon asynchrone, quand il y a des changements, quand il y a des changements de design, des changements de je sais pas quoi, et ben hop, on met à jour le Miro, hop, on ping les gens, peut-être on met un petit récap sur Slack ou quoi, et tout de suite, ça permet d'avoir une plateforme où tout est là, quoi. La source of truth, elle est un peu là. Maintenant, ma problématique, c'est bah du coup, plus tu rajoutes des outils et plus ton information elle est un peu dispatchée à droite à gauche. Donc qu'est-ce qui reste sur Jira? Il y a toujours un moment où il faut un petit peu transvaser les trucs. Mais qu'est-ce que c'est pratique et ça m'est arrivé hier. J'ai un de mes ingénieurs qui a un enfant excellent. Très bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour nous, c'est que du coup, il est en parental leave, mais c'est génial. C'est déjà génial qu'il puisse faire ça. Mais du coup, il a fallu s'adapter. J'ai quémandé un autre développeur qu'on m'a gentiment fourni pour une période déterminée, et je sais pas comment je vais payer cette dette plus tard, mais je suis pas pressé. mais bref, et du coup, cette personne-là, il a fallu dire, voilà où on en est. Voilà les idées, voilà le pitch, voilà l'idée, voilà l'impact qu'on veut, voilà où on en est, voilà les derniers développements dans l'affaire. Et en fait, en mixant des enregistrements des premiers meetings qu'on a eus, où on a pitché un peu le truc, on a fait un peu toute l'introduction, plus l'accès au Miro dont la personne a pu voir la création et ensuite voir où on en est à cet instant T aujourd'hui. Assez rapidement, sans que moi j'ai besoin de faire un meeting de 2 heures en oubliant la moitié des choses. Là, il y a tout qui est là et déjà on prend vachement d'avance, quoi. Donc autant d'un point de vue collaboration, communication que d'un point de vue asynchrone et conservation de l'information. Aïe, incroyable. Donc Miro, si vous n'utilisez pas encore Miro, essayez, vous allez voir. Ouais, on fait. C'est hyper naturel. Ouais, on fait exactement la même du coup, sauf que nous on utilise FigJam parce que comme en fait on avait déjà nos comptes Figma, on les a fait passer en toute la suite avec FigJam et c'est exactement ce qu'on fait. Donc maintenant en fait à chaque fois qu'on a un projet ou une feature, les produits, donc l'équipe produit fait ce qu'on appelle un blueprint du projet, de l'idée, de la feature ou quoi que ce soit, et on attache toujours un FigJam du coup pour en fait expliquer du coup comment on est arrivé à l'idée. Enfin voilà, avec souvent on met en fait les problématiques qu'on essaie de résoudre, le marché au niveau de quel segment est-ce qu'on espère pénétrer, et du coup on a un document qui est assez standardisé, donc on a le blueprint sur Confluence avec toujours un lien vers le FigJam où il y a l'explication un peu plus contextuelle et visuelle de pourquoi est-ce qu'on veut régler ce problème-là ou pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place cette feature-là. Donc non, c'est vraiment une bonne idée, et justement on a aussi vu l'intérêt parce que récemment on a eu un QA qui a dû changer d'équipe parce que le QA dans mon équipe est parti, et donc du coup ça a été beaucoup plus facile de donner le contexte et toutes ces choses là à travers quelque chose d'extrêmement visuel plutôt que des pages et des pages de documentation sur la feature elle-même, sur les features elles-mêmes. Ouais, donc super. Je sais que votre utilisation de Miro était plus poussée que la nôtre avant, et je sais pas pourquoi il m'a fallu tant de temps pour me dire ouais, vas-y, on va essayer comme ça, et ouais, non, franchement, juste vous posez pas de questions, essayez une fois et vous verrez. Ce qui est d'autant plus étonnant, rien. Connaissant à quel point t'es féru de mind map et tout ça. Ouais, c'est vrai, mais ouais, je sais pas, j'avais tendance à faire un peu mes trucs dans mon coin et après présenter peut-être, tu vois, justement une mind map ou un schéma ou quoi, ou même moi-même faire un truc sur Miro et le présenter, mais je l'avais pas utilisé vraiment comme support collaboratif de réunion. Je l'avais utilisé dans d'autres contextes, mais surtout, en fait, je voyais l'intérêt dans un meeting, mais maintenant je vois l'intérêt dans tout le cycle de vie du développement, et ça crée vraiment de la continuité. Et c'est là que c'est assez fort, et aussi d'un point de vue équipe. Avant on avait un peu moins ce concept d'épique, d'équipe, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant qu'on a nos squads, c'est pareil, chaque squad a son Miro, et ça avance, ça avance là-dessus. On continue à rajouter des trucs au fur et à mesure, ça permet à tout le monde d'avoir une idée de la roadmap, et de comment elle évolue, parce qu'une roadmap c'est jamais fixe, quoi. Donc ça permet d'avoir un endroit où il y a la vie de la squad qui est affichée, et c'est un excellent support pour pareil, dans tout le cycle de vie de la squad. Donc non, il a fallu un petit moment pour en arriver là. Il a fallu essayer plein de trucs, mais
Mais non, c'est super. Maintenant, mon seul problème, c'est que quand je fais des mind maps dans MindNode et que je commence à la partager à quelqu'un, il me dit ah bah attends, j'aimerais bien racheter les trucs, bah faut tout que je transvase sur Miro, parce que Miro c'est bien, mais les mind maps, il n'y a pas autant de raccourcis clavier que sur MindNode, c'est pas encore, c'est pas assez parfait à mon goût, donc mais, c'est souvent que je prépare un truc dans mon coin avec mes outils, puis après il faut que je transvase de l'autre côté. C'est un peu le souci quand on a plein d'outils. Une autre utilisation qu'on en a et qui fonctionne très très bien, c'est que quand on est en train de développer une nouvelle feature, du coup évidemment il faut qu'on s'accorde sur les interfaces entre le back-end et le front-end, et du coup on utilise à nouveau FigJam parce que du coup ça permet aux gens, par exemple, donc on met d'abord, donc on va dire le first draft où on essaye au mieux d'imaginer les interfaces, mais on sait que c'est jamais exactement ce qu'on a pensé au début, et du coup ça nous permet justement de mettre des commentaires quand on veut proposer quelque chose d'autre, et du coup en fait d'avoir un document qui vit. Donc dans ces cas-là en fait on a juste une référence sur nos tickets, et quand on clique dessus on sait que quand on regarde le FigJam, on a toujours les dernières interfaces mises à jour en fonction de ce que les gens ont trouvé, et on s'assure toujours de mettre un commentaire de pourquoi est-ce qu'on a changé X et Y. Donc en plus, non seulement ça nous permet d'avoir un document qui vit, mais en plus on a les raisons de pourquoi est-ce qu'on évolue vers telle ou telle interface, et ça nous permet même nous de faire du coup pas un post-mortem, mais du coup une petite session dessus à dire ok, là par exemple on a été vachement proche des interfaces. Bien, et là on était vraiment dans les choux, qu'est-ce qu'on a raté ou qu'est-ce qu'on n'a pas vu ou qu'est-ce qu'on n'a pas pu penser dès le début, et pourquoi est-ce qu'on était aussi loin de l'interface finale. Donc ça permet même du coup avec l'historique des modifications de se rendre compte à quel point est-ce qu'on a été dans les choux ou pas au début sur les interfaces qu'on espérait. Donc et toujours beaucoup de choses à apprendre de ces choses-là. Ouais, moi ça va être ma prochaine étape, je pense. Ce qu'il va falloir que je pousse, c'est de pas être le seul à utiliser Miro, dans le sens où ça reste encore le chef de projet et moi qui lidons le truc sur Miro et qui y revenons après les meetings pour modifier les trucs, pour s'accorder, et ensuite on doit, une fois qu'on a pris une décision, on doit l'expliquer à l'équipe sur Slack ou peu importe. C'est pas encore un document c'est collaboratif, mais c'est pas encore aussi collaboratif que ça pourrait l'être. Donc il faut encore qu'on fasse le pont, mais du coup à chaque fois que tu fais le pont, c'est quelque chose qui est pas dans le process, donc c'est des trucs que tu dois faire toi-même, et du coup après quand tu multiplies par le nombre de gens, c'est autant de temps et autant de risques que l'information soit modifiée, etc. Donc ça va être mon prochain milestone. Nice. Cool. Eh bien écoute, un beau petit épisode. On espère que ça vous aura plu, du coup. Avant de finir, Pierre, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'internet mondial, décentralisé? Pareil, LinkedIn, ou alors sinon au pub. Moi en ce moment parce qu'il fait vraiment très très chaud, mais dans les beer gardens, il n'y a aucun souci, vous me trouverez. Et toi, Julien? Moi, comme d'habitude, sur LinkedIn, si vous voulez, ou si vous voulez tous mes liens sur julien.deret.fr. Vous trouverez mes liens, mes projets, mes idées, je tiens pas beaucoup à jour, mais quand il y a une mise à jour, c'est dessus. Merci d'avoir écouté Agiliste. Décidément, si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, un commentaire, quelque chose, à vous abonner sur Spotify, etc. Et à nous donner du feedback. On parle tout le temps de feedback, il nous en faut aussi pour Agiliste, si vous voulez participer à l'émission et à son amélioration. Apportez votre pierre à l'édifice. On en sera très reconnaissant. Et voilà, en attendant, si tout se passe bien, on se retrouve le mois prochain pour d'autres conversations sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien.